Alors ce soir, on va s'intéresser à des associations qui n'ont pas attendu la COP 21 pour s'engager dans un changement de climat, dans le changement pour le climat, avec du développement durable, avec des économies d'énergie. Le dossier du soir, c'est tout de suite. Votre radio, notre climat. Alors des associations qui se sont engagées, des associations de la Fédération de l'entraide protestante. Pour en parler, Chantal Crétaz et Claire Bernol reçoivent Pauline Simon, qui est chargée de communication à la Fédération de l'entraide protestante. Merci beaucoup. Bonsoir. Claire Bernol et moi-même, nous vous remercions, Pauline Simon, d'être venue à notre micro ce soir. Donc vous êtes, comme le disait Michel Schaeffer, la chargée de communication à la Fédération d'entraide protestante, et c'est à ce titre que vous venez nous parler des initiatives de votre fédération dans le cadre de notre plateforme des radios protestantes dédiées aux questions de climat. Que pouvons-nous faire, nous tous, chacun de nous? C'est une question optimiste, pleine de promesses même, que vous vous êtes déjà posée à la Fédération d'entraide protestante. Nous le savons, car votre secrétaire général, Jean Fontagneux, s'est exprimé dans les médias sur l'importance que votre fédération accordait aux actions de développement durable et pour quelles raisons cela concernait directement un grand nombre de vos 360 associations. Et c'est justement ce qui nous intéresse à partager avec les auditeurs de nos radios. Pouvez-vous donc nous résumer justement les motivations et les objectifs de la Fédération d'entraide protestante, Pauline Simon ? Oui, alors les objectifs de la FEP sont très simples. D'abord, c'est d'encourager les associations membres à prendre conscience de l'urgence de la situation et à agir pour le climat. Le climat est au centre des préoccupations collectives, donc à ce titre, elle concerne tous les publics, et notamment les publics qui sont accueillis par les associations. L'humain est au centre du développement durable et nos associations s'occupant de l'humain, la cohérence de leurs actions est ici fondamentale. Et puis, les associations protestantes ont toujours été en pointe de l'innovation sociale et collective et elles ont aujourd'hui, plus que jamais, le devoir d'avancer dans cette question de durabilité et nous les invitons à s'engager dans cette démarche et nous les accompagnons évidemment dans cette démarche. Dans quel sens est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont plutôt les associations qui demandent à la Fédération d'entraide protestante, la FEP, d'intervenir et de soutenir leur démarche? Ou est-ce que c'est la FEP qui stimule les associations? Les deux, c'est-à-dire que d'une part, nous allons à la rencontre de nos associations en essayant de faire le point avec eux, de savoir où elles en sont dans cette démarche. Et puis, il y a aussi des demandes pour être accompagnés dans la réflexion, dans ce qu'il est possible de faire. C'est aussi notre travail que d'identifier les initiatives qui sont déjà mises en place par des associations et de pouvoir les faire connaître. Et puis d'accompagner aussi les associations dans la recherche de subventions pour mettre en place des initiatives intéressantes. Quel contenu vous donnez à l'expression développement durable? On peut dire quand même qu'elle est un peu galvaudée désormais. C'est vrai, on oublie malheureusement souvent que les démarches de développement durable comportent 3 éléments indissociables. On pense toujours au respect de l'environnement, qui est un des piliers du développement durable, évidemment, et qui touche les questions d'eau, d'énergie, de déchets. Mais le développement durable, c'est aussi des questions d'efficacité économique, donc c'est-à-dire adopter une éthique financière, permettre des innovations collectives, et puis c'est également une question d'équité sociale. Et là, la préoccupation de l'humain, qui est placée au centre des préoccupations de l'association, ça touche également aux questions de formation, d'égalité des chances. Donc ce sont 3 perspectives globales et qui doivent être pilotées en même temps. Alors concrètement, on se rend vite compte lorsqu'on se lance dans un projet de ce type-là, développement durable, très vite on est amené à entrer en partenariat avec d'autres associations ou d'autres structures. Tout à fait. C'est le cas, par exemple, de la fondation John Bost, située à La Force, à côté de Bergerac, en Dordogne, et qui accueille et soigne des personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap, qui a soutenu la création d'une plateforme d'achat de produits biologiques locaux et qui a dû donc mettre en mouvement plusieurs acteurs, plusieurs partenaires pour pouvoir faire émerger ce projet. Justement, avec quel partenaire précisément travaille la Fondation John Bost ?
Alors, sur ce projet de plateforme d'achat de produits bio, ils se sont d'abord adressés à une association de réinsertion sociale avec laquelle ils travaillaient déjà. Cette association ne pouvant pas subvenir à tous les besoins de la fondation, puisque ce sont tout de même 1500 repas servis chaque jour, s'est rapprochée d'une seconde association de réinsertion sociale. Donc la fondation John Bost a permis de créer du lien entre ces deux structures. Et puis il a fallu ensuite se rapprocher, toujours pour pouvoir subvenir aux besoins de la fondation, de producteurs locaux, toujours évidemment dans l'agriculture biologique. J'imagine que c'est pas le genre de choses qu'on met en place du jour au lendemain. Non, évidemment, c'est un projet qui a pris un petit peu de temps puisqu'il a fallu 2 ans pour que la plateforme puisse aboutir. Et quel frein quel frein la fondation John Bost a rencontré, quels freins ont dû être levés pour aboutir au résultat actuel ? Le principal frein auquel ils ont été confrontés, ça a été de pouvoir convaincre les producteurs de travailler avec ces deux associations de réinsertion, puisque les producteurs étaient un petit peu frileux ou méfiants vis-à-vis d'une grosse collectivité, notamment sur des questions de réglementation, qu'elles soient législatives, financières. Voilà. Donc il a fallu un petit peu de temps pour créer la confiance. Voilà. Mais on s'aperçoit que avec de la bonne volonté, rien n'est impossible. Alors Pauline Simon, pour mettre en place une dynamique de développement durable, il est souvent nécessaire que la direction elle-même ait une vue d'ensemble, d'autant plus quand la structure est grande. Tout à fait. Pour qu'une démarche de développement durable puisse émerger et aboutir, il faut pouvoir impliquer toutes les parties prenantes d'une structure. Et cela, l'EHPAD Emmaüs Diaconesse à Strasbourg, donc qui est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'a très bien compris, puisque lorsqu'ils se sont engagés dans cette démarche, avec plusieurs projets qu'ils ont voulu mettre en place, avec l'aide d'un éco-conseiller, ils ont rapidement mis en place également un comité de pilotage. Donc ce comité est composé de membres de la direction, de membres du personnel, mais aussi de résidents des établissements. Et ce comité a vocation à proposer des projets, à assurer le suivi et surtout à permettre l'implication de tous. Alors voilà ce qu'en dit son directeur, Stéphane Buzon, au téléphone avec Michel Schaeffer, et on vous remercie, Michel Schaeffer. Je pense que la base, c'est déjà qu'il faut que ça soit porté par une ou plusieurs personnes. L'idéal, et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre aux EHPAD que lorsque je les rencontre dans des réunions, dans des conférences, c'est avant tout déjà que ça soit porté par une gouvernance. Donc, si possible, dans un établissement médico-social, voilà, c'est que ça soit le directeur soit convaincu de ce projet-là, qu'il est aussi convaincu, tant qu'à faire son président et le conseil d'administration, voilà, qui est déjà la gouvernance porte ce projet, et ensuite de trouver des relais au sein du personnel. Ça, on en trouve des gens qui sont sensibles à cette démarche. Et après, voilà, c'est encore une fois, il faut faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de l'information, de la formation, de la présentation. Alors nous, on a eu la chance d'avoir un éco-conseiller qui est venu faire un stage pendant plusieurs mois dans la structure et qui nous a aidé à structurer cette démarche, Paul Léger en l'occurrence, qui nous a aidé à structurer la démarche. Mais je pense que même si on n'a pas de personnes extérieures qui viennent aider, c'est vraiment l'idée de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place et puis ensuite de construire ça autour d'une charte, d'un comité de pilotage, voilà. Et après, bien sûr qu'on doit s'appuyer sur les bonnes volontés. Alors, une fois qu'elles sont identifiées, ces personnes de bonne volonté, ça ne suffit pas tout de même. Non, bien sûr. Une fois qu'elles sont identifiées, encore faut-il choisir un projet pour commencer. Stéphane Buzon, avec le comité de pilotage, a choisi de commencer par un projet autour de l'eau et qui consistait tout simplement à remplacer les bouteilles plastiques par des fontaines à eau. Alors voilà comment il s'y est pris, il nous le raconte. C'est clair que lorsqu'on est dans une démarche comme ça, il faut avoir une démarche prospective, il faut réfléchir, et voilà, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, demain, il n'y a plus de bouteille d'eau, parce que là, on est en grande difficulté. Donc, c'est vrai que le comité de pilotage a travaillé, donc, je ne l'ai pas dit, mais il se réunit une fois par mois. Ça a été toute une démarche de réfléchir à quel type de contenant on veut prendre. Est-ce que c'est en verre, en plastique, en inox? D'ailleurs, on a retenu des contenants qui sont en polycarbonate qui, effectivement, résistent au lavage en machine à laver, parce qu'il y a des questions d'hygiène. Qu'est-ce qu'on prend comme fontaine? Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on les relie à l'eau du robinet? Voilà. Bien sûr qu'il y a une réflexion. Quand on regarde derrière le gain potentiel, qui n'est pas obligatoirement instantané, mais quand on voit déjà ce que coûte l'eau du robinet par rapport à l'eau aux bouteilles, et surtout quand on voit que la majorité des communes en France sont en train de basculer à la facturation des poubelles au poids, et il est clair que demain, quand vous n'aurez plus à mettre vos bouteilles plastiques dans les poubelles,
la facturation va réduire de manière importante. Et puis le coût, encore une fois, de l'eau du robinet n'est pas du tout comparable au coût d'une bouteille en plastique. Donc je crois que l'eau du robinet à Strasbourg, elle est au moins contrôlée une dizaine de fois par jour. On a fait quelque chose qui était intéressant pour pouvoir éduquer les gens dans cette réflexion. On a pris contact avec l'Eurométropole qui a en fait une exposition autour de l'eau. Donc ils nous l'ont prêté, on l'a mis dans l'entrée de l'établissement, on a proposé aux familles de venir, aux résidents, au personnel, et puis suite à cette exposition, on a fait une dégustation d'eau. Et on a proposé donc aux enfants de l'école d'en face et aux personnes âgées de faire une dégustation d'eau avec différentes eaux en bouteille et l'eau du robinet, animé par un représentant de l'Eurométropole. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'eau du robinet arrivait de mémoire dans les 3 premiers au niveau du goût. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en place, et j'ai encore eu du retour, par exemple, on l'a installé aussi en salle à manger du personnel, et les gens apprécient, disent que l'eau du robinet, qui en plus, elle peut être soit pétillante, soit plate, qu'elle est vraiment très très bonne, ils apprécient énormément, les résidents aussi, mais ça montre aussi qu'il faut faire toute une démarche pédagogique avant. Oui, tout à fait. Une démarche pédagogique avant, il faut aussi se fixer... Donc il y a la gouvernance d'abord. La gouvernance, oui, pardon, les bonnes volontés, la pédagogie, et il faut aussi pouvoir se fixer les bons objectifs, et je vous propose de l'écouter sur ce point. Il faut être humble, et encore une fois, se fixer des objectifs. Je dis toujours, il y a 3 choses qui sont importantes. Il faut qu'ils soient visibles, compréhensibles et réalisables. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient ce qu'on a mis en place. Si vous commencez par mettre une pompe à chaleur, le personnel n'a pas vraiment conscience de ce qui a été fait, les résidents non plus. Ça a un impact, c'est sûr que ça apporte quelque chose. Voilà. Si vous faites quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est pas intéressant non plus. Nous, on avait commencé aussi par mettre en place un local à vélo en bois pour l'ensemble des gens qui venaient à vélo, donc sécurisé, fermé avec lumière. Voilà, c'était une des premières démarches. C'était visible, pas très cher, facilement réalisable. Et aujourd'hui, il est tellement envahi qu'on va devoir en mettre un deuxième, tellement le nombre de salariés est important, de gens qui viennent à vélo. On constate très clairement, Pauline Simon, l'importance de l'implication du personnel dans ce projet. Tout à fait. Il faut pouvoir impliquer toutes les parties prenantes, mais l'EHPAD va même plus loin puisqu'il propose également des formations au personnel qui en retirent des bénéfices divers, que ce soit la montée en compétences, mais aussi le sentiment d'appartenance à cet établissement et la fierté d'appartenir à un établissement qui se préoccupe de ces questions-là. Mais ça permet aussi de créer un cadre de vie agréable pour tous. Et Stéphane Buzon aime bien reprendre cette expression que lui avait suggérée un professeur et qui disait que pour bien soigner, soigne tes soignants. Il y a encore d'autres secteurs de la vie de l'EHPAD qui sont concernés par cette évolution. Tout à fait. Il y a également la coopérative, la Ruche qui dit oui, qui est accueillie dans le hall de l'EHPAD et qui permet aux riverains, mais aussi aux familles des résidents de venir acheter des produits. C'est une sorte d'AMAP ? C'est une sorte d'AMAP qui propose des produits issus de l'agriculture biologique et raisonnée. Donc il y a cet accueil qui est fait dans le hall et qui crée aussi du lien social pour les résidents. Mais il y a également d'autres projets qui ont été mis en place, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a tout de même permis de diviser par 2 les restes des repas. Et ça a été permis tout simplement en créant du lien entre les personnels de cuisine et les résidents de la conversation. Et puis enfin, il y a aussi ce projet de compostage qui permet aujourd'hui à 100% des déchets organiques de l'EHPAD d'être compostés. Le compost est ensuite utilisé dans l'établissement pour le jardin de l'établissement, mais aussi peut-être donné aux familles des résidents si elles le souhaitent. Donc c'est une conception finalement d'ensemble qui n'oublie aucun aspect de la vie quotidienne de l'établissement. Votre radio, notre climat. C'est le dossier du soir, toujours en direct de la Maison du Protestantisme à 19h23, qui continue maintenant. Chantal Crétaz. Alors, Pauline Simon, la FEP soutient aussi des associations pour qui le développement durable est constitutif de leur activité principale. C'est-à-dire que ça ne vient pas
en plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on aménage. Et ça fait partie vraiment du centre de leur occupation, n'est-ce pas? C'est ça, c'est tout à fait le cas par exemple de l'ESAT, l'établissement de services et d'aide par le travail, qui s'appelle La Vie en Herbe, qui est un des ESAT de la Fondation des Amis de l'Atelier et qui assure la production et la transformation de plantes médicinales et aromatiques et qui porte depuis 1990 ces valeurs liées au respect de l'environnement et des hommes. D'ailleurs, on peut écouter Philippe Ferrer, qui dirige l'ESAT La Vie en Herbe. Depuis sa création, La Vie en Herbe porte des valeurs de solidarité, de respect et d'innovation. Choisir en 1990 de produire des plantes médicinales et aromatiques en bio pour accompagner des personnes en situation de handicap dans leur vie professionnelle était porteur de sens. Ce choix permettait d'adresser un message fort. Alors ce message, c'est le suivant, moi qui suis handicapé, je produis pour toi qui es valide des plantes qui t'apporteront du plaisir et du bien-être, tout en participant au respect de la terre. C'est ces mêmes valeurs qui nous ont conduit aujourd'hui à remplacer notre ancien séchoir électrique par un séchoir à énergie solaire. Séchoir qui, en plus de sécher les plantes, permettra de chauffer le bâtiment. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes cohérences. En même temps, le bâtiment, on l'améliore, on l'agrandit avec des constructions toujours respectueuses de l'environnement, économes en énergie. Voilà, c'est toujours les mêmes valeurs qui portent depuis 1990 La Vie en Herbe. Alors, comment ça marche, un séchoir à plantes? Alors, c'est un peu mystérieux. Oui, dans la culture donc des plantes qui est faite par l'ESAT, il y a un temps de séchage pour les plantes évidemment, puisqu'après elles sont transformées notamment en tisane. Donc il y avait la nécessité pour l'ESAT d'améliorer leur système de séchage de plantes. Cette réflexion était également menée sur les rénovations qui étaient nécessaires pour les structures de l'établissement en général. Il y a un audit qui a été donc mis en place et cet audit a pointé le fait que l'utilisation du séchoir à plantes qui intervenait donc pendant les périodes d'été était finalement le besoin en énergie de ce séchoir pouvait être complémentaire et en relais du besoin de chauffage pour l'établissement où résident les personnes accueillies. Donc, il a été décidé de mettre en place ce séchoir à plantes qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Donc, ce sont 50 mètres carrés de panneaux solaires qui ont été installés. Et donc, ce séchoir, avec l'énergie solaire, donc, alimente le séchoir pendant les périodes d'été et alimente le chauffage de l'établissement pendant l'hiver. C'est évidemment des transformations dans les habitudes de travail des personnes qui sont accueillies par l'ESAT. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les résidents sont très fiers de participer, comme tout à chacun, à préserver la planète. Alors vous dites que ces personnes sont fières, j'imagine que ça participe à leur bien-être. Est-ce que le regard qui est porté sur elles est transformé lui aussi? Oui, mais là-dessus, je vous propose d'écouter Philippe Ferrer. Le changement de regard, c'est la chose, je dirais, la plus importante. Alors, il y a deux changements de regard. Il y a le changement de regard de tout un chacun sur le handicap, mais il y a aussi le changement de regard de la personne handicapée sur elle-même. Pouvoir dire être fier de soi, de ce qu'on a fait, du travail qu'on accomplit, de l'endroit où on se trouve, enfin, ainsi de suite. Donc, nous, on essaie de jouer sur ces deux tableaux-là, à la fois le changement de regard de l'extérieur, je dirais, sur la personne handicapée, mais aussi beaucoup le changement de regard de la personne handicapée sur elle-même. Pour nous, c'est primordial d'être toujours dans l'innovation à la fois sociale et environnementale. Être toujours un petit peu en avance sur les autres en termes de propositions de produits ou de façon de faire. C'est encore l'exemple du séchoir solaire. Et en étant comme ça un peu innovant, à la fois les personnes handicapées qui travaillent avec nous sont fiers de leur lieu de travail où on fait des innovations, où on est à la pointe un peu et on n'est pas à la traîne des autres. Et puis aussi pour le consommateur, avoir à sa disposition des produits qui sont de qualité, qui sont bons, qu'on trouve dans beaucoup de boutiques ou la plupart des boutiques bio en France. Et quand on sait,
puisque c'est indiqué sur notre emballage. Quand on sait que c'est fabriqué par des personnes en situation de handicap, voilà, ça peut aussi changer le regard. L'autre façon aussi, c'est qu'on invite les consommateurs ou n'importe qui, en fait, qui est de passage près de Marcoussis à venir nous voir et l'établissement est ouvert et on le fait visiter régulièrement. Alors il faut ajouter peut-être, Pauline Simon, que les plantes sont cultivées elles-mêmes par l'établissement. Bien sûr, c'est le travail de l'ESAT qui à la fois cultive et puis après fait sécher ses plantes, les conditionne. Voilà. Donc toute la chaîne de production est assurée par les résidents de l'ESAT. Alors une fois de plus, ces projets de développement durable tels qu'ils sont pensés par vos associations, donc placent vraiment l'humain au centre. Alors, l'humain est au centre, certes, mais est-ce que ça signifie que tous les publics sont concernés ? Oui, tout à fait. Comme on le disait en introduction, les questions de développement durable concernent tout le monde. Et ça, le service d'entraide protestant, le CEP, donc à la Grande Combe dans le Gard, l'a tout à fait compris. Et les programmes qu'il propose, comme Écologie ou Écologe-toi, sont tout à fait éloquents. Écologie et écologe-toi, il y a un jeu de mots, je crois. Hein ? Oui, alors écologie, éco, et logis comme le logis, le lieu où l'on réside. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là sur ces deux programmes ? Bien sûr, donc Éco-Logis est donc un appartement témoin qui permet d'accueillir des publics très divers, qui soient en situation de précarité, puisque c'est le public principal qu'accueille cette association, mais aussi des enfants ou des riverains. Et donc cet appartement témoin permet de présenter tous les gestes que l'on peut mettre en place dans chaque pièce de la maison pour limiter la consommation d'énergie. Le programme Écologe-toi est là davantage une démarche de sensibilisation autour d'ateliers, des ateliers à la fois théoriques qui sont des lieux de réflexion et qui sont toujours couplés à des ateliers pratiques où là on a une mise en situation concrète sur des thèmes très divers comme le chauffage, la peinture, le mobilier de récupération ou les produits d'entretien. En fait, quand vous dites appartement témoin, c'est un appartement pédagogique, à vrai dire, qui est prêté par la municipalité. Alors c'est un projet qui avait été porté par la municipalité et la gestion de cet appartement a été confiée au CEP. Alors nous allons écouter donc Gérard Sabat, qui est médiateur environnement habitat, cadre de vie, sur cette sensibilisation aux économies de l'eau. Il faut tendre l'oreille, car voilà, le son n'est pas excellent, mais vraiment ça vaut la peine de l'écouter. L'eau, oui, c'est une partie importante. Donc, on travaille d'une part sur les gestes, c'est-à-dire comment on fait la vaisselle, par exemple, quels gestes on adopte quand on se lave les mains, on se brosse les dents, ou quand on prend la douche, combien de temps sous la douche, est-ce qu'on prend un bain ou une douche, quand je fais la vaisselle, est-ce que je laisse couler au robinet ou j'utilise une cuvette, comment je fais pour récupérer de l'eau. Ça, c'est tout la base, ce sont des gestes. Après, il y a tous les équipements sur lesquels on sensibilise. Alors, je fais une démonstration qui a du succès tout le temps, c'est avec... dans la douche, on prend une douchette banale, la moins chère en général, et on mesure le débit de la douche, et on arrive avec des douchettes classiques à peu près 17 litres minute. 17 litres minute, ça fait beaucoup. On change la douchette et on met une douchette économique. C'est une douchette qui va mélanger l'air et l'eau, qui crée un jet assez puissant, mais qui consomme beaucoup moins d'eau. Et donc là, on va arriver à un débit qui arrive jusqu'à 7 litres minute. Donc là, les gens ont compris que c'est 10 litres par minute d'économiser. Ça fait 50 litres par douche si on reste 5 minutes. Et si on multiplie ça par 365 jours, on arrive à des tonnes d'eau économisées sur l'année. On parle aussi des petits économiseurs d'eau qu'on met à la place des mousseurs classiques dans le robinet. Donc c'est très facile de démonter l'embout du robinet, de mettre sur le mousseur. Donc ça va créer c'est un réducteur de débit, donc le robinet va couler toujours à 5 ou 7 litres minute, ce qui fait que quand on va se laver les mains ou rincer un verre, on va pas s'apercevoir de la différence, mais on aura 2 fois moins d'eau qui coule que si on avait un robinet classique. Toutes les petites astuces sur l'eau, on peut y passer beaucoup de temps. Comment on fait pour réduire le volume de la chasse d'eau en mettant une bouteille à l'intérieur, des doubles chasses, et
comment réutiliser, par exemple, en mettant une cuvette dans le lavabo, réutiliser l'eau quand on s'est lavé les mains, on peut récupérer l'eau de lavage des mains et puis ça servir pour, à la place de tirer la chasse et jeter la cuvette dans les toilettes. Bon, alors, on aura compris que c'est l'eau et non la cuvette qu'il faut jeter dans les toilettes. Finalement, cela fait référence à des gestes tout à fait quotidiens et nous sommes tous concernés par ces gestes-là dans notre consommation d'eau. Est-ce que vous pouvez évoquer encore d'autres initiatives, Pauline Simon ? Oui, bien sûr, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a des ateliers qui sont construits autour de la fabrication de meubles à l'aide de palettes de bois ou de meubles détériorés qui peuvent être recyclés. Il y a des ateliers consacrés à la peinture, à la cuisine aussi économique. Et puis, il y a également des ateliers pour apprendre à confectionner des produits d'entretien à moindre coût et qui sont plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter à nouveau Gérard Sabat qui nous présente cet atelier. À partir du moment où on a compris que certains produits pour déboucher les toilettes ou pour nettoyer étaient toxiques, étaient un peu trop chers, on s'est dit on va faire l'atelier fabrication de produits ménagers. Donc on prend des produits de base qu'on retrouve dans tous les produits nettoyants, donc par exemple du savon de Marseille, des cristaux de soude, du bicarbonate, du jus de citron, des salses de lavande par exemple pour parfumer. Et donc, comme ça, on a pu fabriquer du produit vaisselle, du produit pour nettoyer le sol, du savon liquide pour se laver les mains. Et ensuite, chaque participant est parti avec son petit produit qu'il peut reproduire à la maison avec les recettes, etc. La démarche de fabriquer ce produit ménager, là, on divise le prix par 4 ou 5 ou même par 10 des fois. Et on s'aperçoit qu'avec très peu de produits, on peut tout faire. Voilà. Avec le savon noir, avec la lessive de soude, avec le bicarbonate, avec le vinaigre blanc qui maintenant, à force d'en reparler, tout le monde a redécouvert le vinaigre blanc qui détartre, qui nettoie l'inox, voilà. Donc on arrive à, plutôt que d'acheter des produits dans les discounts, d'abord on se dit, tiens, on achète le liquide vaisselle, ça vaut 1 € la bouteille, mais bon, comme on est obligé d'en mettre 3 fois plus parce qu'il ne déglace pas, finalement ça revient pas moins cher que si on avait fabriqué soi-même. Et on a fait aussi une lecture de facture d'eau, expliquant que la facture d'eau, ce qu'on paye surtout, c'est le nettoyage de l'eau. Moins on la pollue, moins on aura peut-être de problèmes pour avoir de l'eau potable. Oui, voilà, même si ce ne sont pas des produits bio, ce sont des produits qui permettent vraiment par toutes sortes d'astuces de faire des économies et, comme on le dit, nettoyer l'eau, on n'y pense pas, c'est ce genre de choses. Je me dis qu'avec toutes ces astuces, ce serait quand même intéressant que ces expériences soient valorisées auprès des pouvoirs publics, parce qu'après tout, on pourrait déployer ça dans d'autres circuits, dans des circuits sociaux, dans des activités locales. Tout à fait. Alors c'est une des missions aussi de la FEP que de valoriser ces expériences auprès des pouvoirs publics, mais pas seulement, comme je le disais en début d'émission, également auprès de nos associations, et qu'elles soient membres de la FEP ou pas d'ailleurs, puisque là l'objectif et ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ces bonnes initiatives, ces bonnes idées, ces bonnes pratiques, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'elles fonctionnent très bien et qu'elles peuvent être mises en place. Alors pour certaines, c'est un peu plus compliqué, mais pour d'autres initiatives, elles peuvent être mises en place très facilement. Et ce sont des initiatives qu'il faut pouvoir présenter pour qu'elles puissent être dupliquées un maximum. Et on l'espère et on le demande, évidemment, avec le soutien des pouvoirs publics. Et, oui, un soutien financier, bien entendu, aussi. Aussi, ça peut toujours aider. Voilà, vous avez des projets pour l'avenir, justement, à l'égard de cette information de toutes ces initiatives, Pauline Oui, Simon. tout à fait. On envisage, donc, à la Fédération de l'entraide protestante, d'organiser une journée d'information pour nos membres, mais pas seulement pour nos membres, pour toutes les personnes qui voudront venir et s'informer, avec la participation des personnes notamment que l'on a entendues et qui ont des choses à dire, puisqu'ils n'ont pu présenter là qu'une petite partie, évidemment, des initiatives qu'ils mettent en place dans leur structure. Et de façon générale, nous n'avons pu présenter qu'une petite partie des associations qui sont engagées dans les questions de développement durable. Donc l'idée est donc d'organiser une journée avec la présence aussi d'un éco-conseiller qui pourra répondre aux interrogations des associations,
comme du grand public sur ce qu'il est possible de faire, de mettre en place pour adopter des gestes beaucoup plus écologiques et toujours sur ces 3 aspects du développement durable que j'avais évoqués donc en début d'émission. Alors, j'imagine que l'objectif, l'idéal, ce serait d'impliquer les 360 associations qui font partie de la FEP. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de la proportion d'associations déjà engagées sur cette route du développement durable? Alors nous sommes en train d'essayer d'identifier toutes les initiatives mises en place. Je ne pourrais pas chiffrer en proportion le nombre d'associations engagées. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'on s'aperçoit souvent en discutant avec les associations qu'elles ont des démarches développement durable, mais qu'elles ne s'en rendent pas toujours compte parce qu'en fait, il y a une malconnaissance de ce qu'est le développement durable et de ces 3 piliers, donc l'équité sociale notamment, dont je parlais tout à l'heure, l'efficacité économique et bien sûr le respect de l'environnement. Et elles n'ont souvent en tête que ce premier pilier, respect de l'environnement, et oublient les autres. Et en discutant avec eux, on se rend compte que, en fait, si tu fais du développement durable, mais tu ne le sais pas. Pauline Simon, la Fédération d'entraide protestante s'est intéressée aux questions des migrants dans notre pays. Est-ce que justement, autour de la question du climat, il n'y a pas quelque chose là qui pourrait se développer dans le cadre du développement durable? Bien sûr, on sait que si on ne fait rien dans les années à venir, on aura ce qui a été appelé les migrants climatiques, c'est-à-dire des gens qui vont être amenés à fuir leur lieu de résidence, tout simplement parce qu'il ne sera plus viable pour des raisons évidentes de catastrophes, notamment catastrophes naturelles, d'incapacité d'accéder à l'eau. Donc c'est des problématiques évidemment qui vont se poser dans le futur si on n'agit pas dès aujourd'hui. Avec une paupérisation, évidemment, qui pousse aussi à partir lorsque le climat vous abat. Le problème, si vous voulez, est toujours le même, c'est que ce sont toujours les populations qui sont déjà vulnérables qui sont toujours le plus touchées. Et les premières, finalement, touchées par ces questions climatiques sont évidemment les populations aujourd'hui déjà vulnérables. Pauline Simon, on se retrouvera donc pour d'autres émissions et nous vous remercions d'être venue ce soir. Je vous en prie.